16h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 24 avril 2024. Et justement, 24 avril 1995, 24 avril 2024, cela fait exactement 29 ans que le Niger a signé un accord de paix avec l'ex-rébellion. Et c'est depuis le 24 avril 1996 que cette date a été instituée, la journée nationale de la Concorde. Quel bilan tiré de cette Concorde après ces années, éléments de réponse dans ce reportage de Ismaël Moumouni et Nasser Sedou. Promouvoir la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale, voilà pourquoi le feu président, le général Ibrahim Barry Mainessara, a institué le 24 avril 1996 la journée nationale de la Concorde à l'issue des accords signés le 24 avril 1995 entre les rebelles et l'État nigérien. L'acteur de la société civile, expert en question des paix, Maman Bachar, dresse un bilan positif de cet accord de paix après 29 ans. L'État devient de plus en plus inclusif. On fait attention, même quand on compose le gouvernement, quand on fait en sorte que toutes les régions du pays soient représentées, soient visibles, en tout cas au sein du gouvernement et autres structures donc étatiques. Ça, de ce point de vue-là, je pense que c'est une avancée, mais qui convient d'être consolidée. Maintenant, au-delà donc de cet esprit de consolidation de paix ou de solidarité, il faut aller vers la construction d'une nation basée sur l'égalité, sur l'intégrité des citoyens, sur leurs compétences et surtout de leur disponibilité à promouvoir l'intérêt général. Parce que tout ce que nous visons ensemble, c'est de construire une nation forte, industrieuse et où tous les citoyens se reconnaissent à travers leur État. Sans paix, pas de développement. Ainsi, pour maintenir cette paix, l'enseignant-chercheur expert en stratégie de développement Mahamadou Adamou dresse ses conseils. Aucun développement ne peut se réaliser sans la paix, sans la quiétude sociale. Parce que vous savez, tout ce qui est à la base même de ces problèmes, c'est lié à des questions sociopolitiques et économiques. Politiquement, les gens étaient brimés. On parlait de démocratie, mais elle n'existait pas. Elle n'existait que de nom. Donc socialement, on a réussi à opposer une partie des Nigériens contre les autres. Et économiquement, c'est un groupuscule d'individus qui ont fait même basse sur les ressources du pays et qui s'enrichissent allègrement alors que le peuple est là dans la misère. Et quand vous êtes dans la misère, vous êtes dans la pauvreté, vous êtes tenté. Vous êtes tenté quand on vous offre parce que c'est le plus offrant. Donc il faudrait que maintenant le peuple soit regardant, que les tenants du pouvoir trouvent les moyens d'occuper cette jeunesse parce que c'est une bombe à retardement. Et au-delà, il faudrait qu'il y ait des sensibilisations à l'échelle locale jusqu'au niveau hameau pour que la population comprenne qu'il faut collaborer avec le pouvoir. On ne peut pas combattre un mal en restant dans votre petit cercle donc de protection. Il faut aller les chercher, les écraser et les neutraliser pour que la quiétude revienne. Et que de plus en plus maintenant qu'il y ait des actions de sensibilisation à grande échelle au niveau des médias pour expliquer à la population l'importance de la quiétude sociale, l'importance de collaborer avec les gouvernants, de collaborer avec les forces de sécurité. La haute autorité à la consolidation de la paix, le pourcentage octroyé à la localité dans laquelle est extrait le minerai à travers le code minier ou encore l'élection des conseils au niveau des municipalités et des régions sont entre autres fruits de cet accord de paix signé le 24 avril 1995. Direction Kéché, c'est dans la région de Dosso. Là-bas, c'est pour vous faire découvrir une école
des sourds-muets dont la majorité parcourt chaque jour des kilomètres et des kilomètres pour venir étudier et dans des conditions peu reluisantes. C'est un reportage de notre correspondante depuis Dosso, Leila Boubaka. Commune située à environ 90 km de Dosso et rattachée au département de Dogandouti, Kéché dispose également d'une école destinée aux sourds-muets qui a été créée en octobre 2018. C'est le seul centre avec 13 élèves et une enseignante qui nous souligne quelques contraintes dont elle fait face. On a à notre besoin, on a un guide de langue en langue de signes. Mais parfois, vraiment, c'est pas facile parce qu'on a besoin de formation continue. L'enfant, là, comment on appelle, ils n'habitent pas tous ici dans le village de Kéché. Il y a ceux qui viennent à 3 km, 4 km, 2 km. Il y a seulement 2 qui sont dans le village. Ils sont au nombre de 13. Mais le seul centre, c'est le seul centre qu'on a. Oui, on a réussi une seule formation. Et ça aussi depuis l'année 2018 et c'est pour la classe préparatoire. Et aujourd'hui nous sommes au CE2. Donc vraiment, on lance vraiment un appel vraiment aux autorités pour qu'ils puissent nous venir en aide. Quelques élèves déclinent leurs souhaits après les études. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le directeur de l'école dira à son tour que le centre a été créé suite à une requête. Seulement, il se plaint de l'insuffisance de formation adéquate pour le corps enseignant. Enfin, l'école des sourds-muets de Kéché est confrontée à de nombreuses contraintes, dont le manque de formation au niveau des enseignants et de matériel dans l'établissement. Avec le modernisme, beaucoup d'objets traditionnels ont tendance à disparaître, à l'image de la natte fabriquée avec des feuilles de doumier au profit de la natte en plastique. C'est dans ce reportage de la télévision Labari. Jadis, elles ont fait la fierté des populations nigériennes. Dans des centres urbains et surtout dans les zones rurales, les nattes traditionnelles confectionnées avec des feuilles de doumier étaient utilisées dans presque toutes les cérémonies et aussi dans des foyers. De nos jours, d'autres types de nattes, notamment en plastique, tendent à remplacer ces nattes traditionnelles. Les nattes nous proviennent de Birningauri, Madawa. Avant, les gens utilisaient ces nattes dans les foyers. Mais de nos jours, ils n'utilisent que les nattes en plastique. Nous avons plusieurs sortes de nattes, dont entre autres celles qui sont utilisées pour les tentes et celles pour les enterrements. Nous payons les nattes décorées avec le transport à 750 francs et nous les revendons à 1000 francs. Et celles qui sont non décorées, on les achète à 550 et 600 francs. Y compris les frais de transport, nous les revendons à 750 francs, voire 1000 francs. Certains aiment ces genres de nattes, mais par contre d'autres ne l'aiment pas. Souvent, c'est des grandes personnalités qui viennent acheter ces nattes. Malgré tout, beaucoup les utilisent encore. Je suis venu acheter parce que je suis dans le besoin. J'ai marchandé à 600 francs, mais le vendeur dit qu'il faut 750 francs. Quoi qu'il en soit, les nattes traditionnelles continuent toujours à être sollicitées, particulièrement en cas de décès. Car c'est avec ces nattes qu'on transporte le corps jusqu'à la dernière demeure. Une délégation de la FIFA composée du responsable bureau régional Afrique de l'Ouest et du centre basé à Dakar, El Haj Wak Diop, et de Fatou Kamara, chef forward FIFA, a entamé une mission de travail au Niger. Première étape ce matin, une visite guidée dans les locaux de la FENIFOOT, suivie d'une séance de travail entre les deux parties autour des perspectives du partenariat entre la FENIFOOT et sa fêtière. Ibrahim Tikire Soumela Abdoulaye. Accueillie par le président Pelé et des membres du comité exécutif de la FENIFOOT, cette délégation de haut niveau de la FIFA s'est rendue ce 24 avril 2024 au siège de la FENIFOOT,
Une première étape marquée par une visite guidée de ces différents services de l'administration centrale de la FENIFOOT. Des bureaux des commissions spécialisées, ceux des membres du bureau du secrétariat général, la délégation de la FIFA a été édifiée et satisfaite du fonctionnement des différents services. Le troisième vice-président de la Fédération nigérienne de football s'explique sur les raisons d'un déplacement des émissaires de la FIFA au Niger. Ils sont là comme ils le font partout. Il y a des visites, des supervisions des fédérations pour pouvoir échanger avec la fédération et évaluer d'eux-mêmes le niveau de mise en place des projets forward. Parce qu'actuellement, on va beaucoup parler des projets forward, donc ils vont visiter les réalisations faites avec les fonds forward. Ils vont discuter pour voir du côté de la gouvernance comment ça se passe. Ils vont discuter avec tous les différents chefs de département, licence plus, commission centrale des arbitres, commission des compétitions. Voilà, ils vont discuter de tous ces éléments-là pour voir, comme j'ai dit tout à l'heure, la mise en place de nos projets. Le projet Forward, c'est le projet d'assistance FIFA au niveau des fédérations. Donc chaque année, c'est par cycle. Chaque année, la FIFA fait l'évaluation des fédérations et puis mettre en place les fonds. Et le projet Forward est composé de plusieurs. Il y a d'abord les fonds, les coûts opérationnels qui constituent même les coûts pour le fonctionnement des fédérations, à savoir les salaires, les charges, les déplacements. Et maintenant, il y a les fonds projets. Chaque fédération initie des projets. Et si le projet est éligible, après, parce qu'il y a tout un panel qui va statuer sur le projet, en ce moment, la FIFA donne le quitus pour faire le projet. Par exemple, ici, si vous remarquez, les différents projets qu'on a fait, il y a d'abord l'installation des différentes pelouses synthétiques au niveau à l'intérieur, parce que l'objectif principal pour nous, c'est que le ballon roule partout au Niger, comme on l'a dit. Et l'action prioritaire du président quand il est venu à la fédération, c'est d'abord les infrastructures. Parce que sans infrastructures, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi on a mis l'accent sur les infrastructures. La coopération, vous le voyez vous-même, elle est très bonne. Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais chaque fois qu'une mission de la FIFA vient ici, et les commentaires qu'ils font sur le site de la FIFA nous font honneur. Et actuellement, même le président de la FIFA prévoit de faire un tour ici. Ça montre vraiment que la coopération entre la FENIFOOT et la FIFA se porte bien. Juste après la visite guidée des locaux, les membres de la délégation de la FIFA ont eu une longue séance de travail avec les membres du comité exécutif de la FENIFOOT. Ce jeudi 25 avril, des visites sont annoncées, notamment le centre technique national de la FENIFOOT, au sein duquel se trouve l'Académie nationale de la FENIFOOT, le nouveau siège de l'association régionale de football de Niamey. Au programme de ce vendredi, un déplacement à l'intérieur du pays, notamment à Agadez, Tawa, Maradi et sur l'agenda de la mission de la FIFA. Le Niger commémore le 29e anniversaire de la signature des accords de paix avec les ex-rébellions le 24 avril 1995. À cette occasion, nous nous sommes entretenus avec le président du réseau Espérance, Maman Bachar, qui nous fait la genèse de la signature. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception à vous. Il faut souligner que l'accord de paix a été signé le 24 avril 1995 sous la facilitation de Fémé Magana pour le côté gouvernemental et Rissa Agboula représentant un peu les mouvements de la rébellion d'antan. Après cette signature, à la faveur de l'arrivée du feu général Baré Menassara, il a institué cette journée-là à partir de 1996 comme journée commémorative justement de la signature de l'accord de paix et finalement érigée en journée de la concorde nationale. Par la suite, après tout le processus
qu'il y a eu, donc en termes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de ce qu'on appelait jadis les ex-combattants, que ce soit dans les administrations publiques, dans les projets, et également dans les activités économiques ou socio-économiques, en tout cas que ce soit au niveau local ou au niveau national. Donc à partir de 2006, on a mis sur pied ce qu'on appelle la haute autorité à la consolidation de la paix pour favoriser la mise en œuvre effective donc du contenu des accords de paix, donc tel que ça a été signé, et que à partir de cet instant-là, un autre organe plus technique qu'on appelait la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, donc était également mise en place sous l'impulsion de la CEDEAO, même si nous ne sommes plus membres, donc qui a incité les différents pays à mettre sur pied donc ces structures-là en vue de favoriser non seulement la paix de manière globale, mais à travailler plus spécifiquement dans la récupération et la destruction des armes illicites conformément à l'article 17 donc de la convention de cette institution-là sur les armes légères et de petits calibres, leurs munitions et autres matériels connexes. Donc de manière générale, l'accord de paix visait à donner satisfaction, il faut le dire, à un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées par l'ex-rébellion, et sous la base, ou en tout cas dans le respect de cet accord de paix-là, un certain nombre de recrutements et d'insertions d'ex-combattants ont pu avoir lieu, notamment donc dans ce qu'on appelle globalement les forces de défense et de sécurité, mais également dans les administrations publiques civiles donc de l'État de manière générale. Maintenant, la leçon qu'on peut tirer, c'est que l'accord de paix visait surtout à rétablir un certain déséquilibre qui a été soulevé par les ex-rébellions, déséquilibre en termes de développement socio-économique, qui contrastait avec l'exploitation notamment de l'uranium qui se faisait dans la zone d'Arlit à Kokam, et qu'à l'inverse, on constatait que la région d'Agadez est la moins développée, et qui est par essence une région désertique, donc ce qui fondait un peu la revendication de ce qu'on appelait l'ex-rébellion. Donc, pour pallier justement à ces insuffisances, un code minier a été donc initié, et du point de vue politique, la décentralisation a été mise en place dans le pays. En ce qui concerne le code minier, il prévoyait y compris non seulement le recrutement de la main-d'œuvre locale à un certain pourcentage, mais également un certain reversement des ressources générées par l'exploitation de l'uranium dans les zones d'exploitation en termes de réalisation d'infrastructures socio-économiques, mais également en termes de création d'un certain nombre de débouchés pour la population qui était, il faut le dire, exposée à la radiation, puisque c'était là-bas qu'on exploitait l'uranium, c'était là-bas qu'on traitait une bonne partie donc de l'uranium brut pour le transformer en uranate avant d'être expédié vers le port et finalement pour atterrir en Europe. Il était donc constaté une certaine injustice envers cette population-là qui non seulement était établie sur la zone d'exploitation, mais également qui subissait les conséquences de l'exploitation de ces différents gisements-là. Donc, l'État du Niger a fait bon droit de cette revendication-là et a essayé autant que faire se peut et sur la base des moyens disponibles de rétablir ces différents équilibres-là.
Maintenant, la deuxième revendication qui est d'ordre politique était en ce temps-là la position de demander le fédéralisme, c'est-à-dire de faire de départements, jadis ce qu'on appelait départements en ce temps-là du Niger, comme étant des États fédéraux, comme on le fait au Nigeria ou dans certains pays. Donc finalement, les discussions ont évolué pour arriver à ce que nous vivons à l'heure actuelle, qu'on appelle la décentralisation, qui a érigé les anciens départements en régions. Et donc, en tant que tel, on donnait une certaine possibilité aux populations d'élire par elles-mêmes leurs représentants au niveau local qui va pouvoir ou qui vont pouvoir parler à leur nom et de pouvoir gérer les affaires donc locales de manière voulue par la population elle-même. Donc, de manière générale, on peut retenir ces enseignements-là du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue politique et du point de vue économique de manière globale en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix. Mais l'autre question fondamentale qui était d'ordre politique, c'était de promouvoir ce qu'on appelait en quelque sorte une certaine préférence ou en tout cas une certaine discrimination positive à l'endroit des populations qu'on considérait comme étant marginalisées. Donc, et vous avez vu, depuis cet accord de paix-là, il y a eu une intégration formelle d'un certain nombre de personnalités issues de ces zones-là dans le gouvernement. Les premiers à y être intégrés, c'était Riss Agboula, qui était donc nommé ministre du Tourisme, si vous vous rappelez, et il apparaissait tout le temps avec son gros turban, en tout cas pour signifier que les Touaregs étaient présents. Et cette tradition-là a été poursuivie au point que jusque-là, tous les Touaregs qui étaient nommés membres du gouvernement ne se débarrassaient jamais de leur turban, pour ainsi dire que, en tout cas, il faut que les autres communautés, Touaregs, constatent qu'ils sont bel et bien faisant partie intégrante de la nation et ils sont impliqués dans la gestion des affaires publiques de manière inclusive et qu'il n'y a plus lieu en tout cas d'initier des rébellions ou des revendications qui soient faites en dehors du cadre global de l'État du Niger, en dehors du cadre légal et en dehors du cadre qui peut promouvoir la cohésion nationale, l'entente entre les citoyens dans le respect des lois et règlements du pays. Donc il ne s'agit plus de se retirer avec armes et autres pour faire des revendications. Il s'agit maintenant de venir travailler, de venir étudier, de venir chercher son pain à l'assiette de son front avec ses autres concitoyens. Donc c'était ça l'enseignement qu'il fallait retenir. Donc la journée de la Concorde a été initiée justement pour promouvoir cet esprit de paix, de cohésion sociale et de solidarité entre tous les fils du pays, de manière à ce que nous ne sentions pas de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou du Nord du pays. On est tout simplement Nigérien et quand on est Nigérien, on doit avoir un état d'esprit qui est celui justement de travailler d'arrache-pied pour le développement de son pays, mais surtout dans l'esprit de cohésion nationale, dans l'esprit d'inclusion et surtout en luttant farouchement contre l'égocentrisme et en favorisant donc la solidarité nationale. Donc la journée de la Concorde a été initiée et a fait constater aux populations du Nord notamment, qui ne sont nullement exclus en fait de la marche du pays, qui ne sont pas des fils abandonnés, qu'ils sont les fils du pays et le pays a besoin d'eux comme eux-mêmes ils ont besoin de leur pays. Et donc, tirant leçon de cette rébellion-là, on a fait non seulement le code minier, comme je le disais tout à l'heure, le code pétrolier, qui permettait en fait un certain investissement au niveau local dans toutes les zones où une ressource naturelle aurait été trouvée et aurait été exploitée.
Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez les communes d'Arlit ou les communes de Bilma, pour parler du pétrole, ou les communes en tout cas qui sont autour donc de l'exploitation minière ou pétrolière ont de pourcentages qui leur sont versés chaque année et qui fait qu'elles sont pratiquement parmi les plus riches des communes du pays. L'évaluation qu'on fait, c'est que beaucoup de choses ont pu être faites, peut-être même au-delà des ressources du pays, puisque la mise en œuvre de certaines actions ou de certains accords ont dû même en tout cas se faire avec l'aide d'un certain nombre de partenaires techniques et financiers, et notamment au plan technique le programme des Nations Unies pour le développement, mais également un certain nombre de pays facilitateurs et qui ont aussi apporté des ressources importantes pour la mise en œuvre de cet accord-là. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer que l'État du Niger a fait une quantité de choses qui vont au-delà même de ses ressources, au-delà de ses capacités en termes de recrutement donc massif à la fonction publique, puisqu'il faut le dire, peut-être les gens l'oubliaient, au moment où on a fait l'intégration des ex-combattants, l'État a déjà cessé même de recruter dans la fonction publique. L'État a déjà suspendu ce qu'on appelait la programmation, c'est-à-dire au moment de la programmation, quand vous obtenez votre bac, immédiatement vous êtes programmé pour un ministère défini. Donc en allant à l'université ou dans une école professionnelle, vous êtes déjà programmé pour travailler pour l'État, au moins pendant les 10 ans. C'était obligatoire en ce temps-là. Donc, sous l'influence, ou en tout cas le dictat des institutions de Bretton Woods, comme on les appelait, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI, l'État a renoncé à cette programmation-là à partir du bac 89. Donc, ce qui fait qu'en 95, quand ces premiers recrutements à la fonction publique donc des ex-combattants là a été fait, c'était déjà en porte-à-faux avec la politique qui était en vigueur, et c'était au détriment des autres composantes de la nation, c'est-à-dire des autres citoyens que nous sommes, qui attendons aussi d'être recrutés à la fonction publique, mais pour des besoins de paix donc du pays, pour les besoins de solidarité, pour les besoins d'inclusion sociale, pour les besoins de discrimination positive. Donc le Niger a consenti à faire en sorte qu'il y ait de recrutement spécifique à ces zones-là. Et 1 millier de personnes ont été recrutées, 2 bourses ont été attribuées, des gens étaient directement, si vous voulez, admis à la fonction publique sans concours. Il y a même pour certaines fonctions qui exigeaient une formation professionnelle spécifique, telle que la douane et autres, où on avait amené les gens à la formation. Je me rappelais à l'occasion, c'était même des choses, de cours spécifiques qui ont été créés pour ces ex-combattants, notamment là, quand vous regardez un peu au niveau du CG5, il y avait des classes qui ont été créées pour former justement ces ex-combattants-là en vue de favoriser leur intégration dans donc ces différentes institutions. Donc de ce fait-là, quand on analyse, on va voir qu'en fait l'État du Niger a fait beaucoup, a fait même au-delà de ses capacités, a fait les choses même, si vous voulez, en contradiction avec sa propre politique de recrutement ou sa politique de développement, juste pour favoriser la paix, pour favoriser la solidarité et pour favoriser l'inclusion, pour que nos frères entrés en rébellion en ce moment-là comprennent qu'il n'y a plus lieu d'aller prendre des armes pour exiger quoi que ce soit. Il y a lieu de venir se battre donc avec toute la population, avec toutes les composantes donc de la nation, pour gagner son pain à la sueur de son front. Et donc il faut saluer ici aussi l'état d'esprit des gouvernants d'alors. Il faut saluer par exemple l'état d'esprit du président Mahamadou Ousmane, qui était président de la République en ce moment-là, qui avait favorisé et accepté justement
vraiment cette option-là de négociation et finalement de signature d'accords de paix, mais également l'état d'esprit du général Barré, donc qui a érigé cette journée-là en journée de la concorde, et qui a vraiment manifesté tout son désir de rassembler tous les citoyens autour d'un idéal, notamment anti-impérialiste, un idéal panafricaniste, puisque comme vous le savez, le général Barré est celui qui s'est rendu à Cuba, celui qui s'est rendu au Soudan, il s'est rendu donc à Libye, et tous ces pays-là qui étaient en conflit avec l'impérialisme international d'alors. Donc l'esprit qui présidait au niveau donc des dirigeants d'alors, c'était de dire que non, on n'a pas besoin de nous entretuer en tant que citoyens du même pays, on a besoin juste de rassembler nos forces, nos énergies pour concourir à notre développement, à notre devenir commun et à la construction de notre nation qui est toujours en construction. Comme vous le savez, après cet accord de paix-là, il y a eu des tentatives d'autres rébellions, mais qui étaient tout de suite étouffées parce qu'elles étaient devenues non-sens. Il y avait le MMJ, si vous vous rappelez, en ce moment-là. Mais ça n'a pas prospéré parce que l'essentiel des ex-combattants était déjà inséré dans le tissu économique. Sinon, ils étaient même des gens qui avaient déjà une certaine réussite sociale. Donc, quel intérêt ils avaient à aller à Tingalen ou autre rocher pour faire en fait une rébellion contre leur propre État?